Que nous enseignent donc les Grecs avec ce mythe? Eh bien, ils nous enseignent que l'amour repose sur une dualité qui est fondamentale. D'un côté, il y a le manque, et de l'autre, il y a la surabondance. Donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc les philosophes, ils sont amoureux de la sagesse parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Bonsoir à tous. Donc qu'est-ce que l'amour? Je suis d'abord allée basiquement voir les définitions du dictionnaire. Donc je suis allée voir dans Larousse et dans Le Robert. La première définition de l'amour, c'est un mouvement de dévotion qui porte vers une divinité, une adhésion à une idée ou à un idéal. La deuxième définition qu'on peut entendre, c'est un attachement qui est désintéressé vers une valeur. On descend un peu plus dans l'amour et là, c'est un sentiment vif envers une personne pour son bien. Donc là, c'est l'amour de couple, c'est l'amour de l'amitié, c'est aussi l'amour familial. Ensuite, on descend et donc on nous parle d'amour. Quand on nous parle d'amour, on dit que c'est une inclination envers une personne, le plus souvent un caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel et entraînant des comportements variés. Donc là, on va parler d'aventure, d'amourette, de passion. Et encore plus bas, la dernière que j'ai trouvée, l'amour comme un intérêt, un goût très vif pour une catégorie de choses, pour une telle source de plaisir ou de satisfaction. Là, on peut parler peut-être de l'amour du jeu, on peut parler de l'amour des sensations fortes. Je me suis posé la question aussi de... je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un moment des promotions sur des pots de Nutella. Bon, il y avait donc un goût très vif pour ces pots de Nutella parce que du coup, il y a eu des grosses bousculades à ce moment-là. Donc voilà, est-ce que ça, c'est de l'amour? C'est la question que je me suis posée. Donc on voit donc qu'il y a une différence qui est notable entre les différentes formes de l'amour. On parle d'un amour qui est très élevé, qui est celui qui est divin, et on en vient à un amour qui est très animal, celui du plaisir et du désir. Je vais vous donner la définition de Socrate de l'amour. Socrate définit l'amour comme une attraction profonde vers ce qui nous manque. C'est une quête incessante de ce qui complète notre être. L'amour, c'est donc un mouvement vers ce vide, une force qui nous pousse à grandir et à nous accomplir. J'en reste là pour le moment avec cette définition. Et on va aller voir du côté de l'amour aujourd'hui. Comment est représenté l'amour aujourd'hui? Et comment on cherche à remplir ce vide? Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour dépeindre un peu le tableau de notre monde. Alors, concernant l'amour comme un mouvement de dévotion, la foi est en recul en France, je pense que ce n'est pas un scoop. Si je vous donne des chiffres, il y a plus de 50% des Français qui se disent sans religion, alors qu'en 1981, il y avait seulement 10% des Français qui se disaient sans religion. Un deuxième chiffre, il y a 29% de personnes qui se disent catholiques, mais là, quelque chose qui m'a un peu plus surprise, c'est qu'il y a que 5% qui pratiquent. Donc on se dit catholique, mais bon, on ne prend pas toutes les difficultés et tout l'inconfort que peut amener la pratique. Ça, c'est intéressant. Ensuite, deuxième donnée par rapport à l'amour de couple et concernant les divorces. Il y a eu une vraie explosion en un siècle. Donc en 1900, il y avait moins de 6% des mariages qui se terminaient par un divorce. Après les 2 guerres mondiales, on est passé à 22 divorces pour 100 mariages. Et en 2005, on a eu un record de 52 divorces pour 100 mariages. Ensuite, en termes de données, j'ai voulu aller regarder ce qu'on peut appeler le sexe sans amour. Je suis allée voir donc du côté de la pornographie et du côté des applications de rencontres. En 2004, en France, on est devenu le 2e plus gros consommateur mondial de pornographie derrière les USA. En 2022, chaque mois, il y avait 2,3 millions de mineurs qui allaient sur des sites pornographiques. Donc ça fait environ un tiers des moins de 18 ans. Par rapport aux applications de rencontres, eh bien, elles favorisent les relations rapides et sans engagement. Bon. Le côté négatif de ça,
c'est qu'il y a 53% des hommes et 80% des femmes qui ont déjà subi un ghosting. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le ghosting. Ghost, ça veut dire fantôme en anglais. Donc, ghosting, ça veut dire que, en fait, sans crier garde, on ignore la personne, sans qu'il y ait forcément une dispute ou quelque chose. Imaginons, on était en train d'avoir une relation, on voyait quelqu'un depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène d'un côté une perte d'estime de soi qui doit être assez énorme, et de l'autre, on voit un manque de courage qui est aussi assez impressionnant. Alors, dans cette quête à combler le vide, parce que si on parle d'amour, on parle de quête à combler le vide, on voit que la foi et le couple, qui était, il est vrai à l'époque plutôt subi que choisi, ces deux réponses n'ont pas su apporter une réponse profonde aux personnes, puisqu'on est passé à autre chose. Et donc on est passé à l'extrême inverse. Aujourd'hui, on a une quête d'expérience immédiate et on remplit par de la quantité. Je crois pouvoir affirmer que dans les deux cas, le vide n'est pas comblé et donc que ni la contrainte ni la fuite ne suffisent pour remplir ce manque. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Je ne sais pas si vous connaissez le concept du monde VICA. C'est un concept du monde qui a été amené par l'armée, dans l'armée américaine, donc dans les années 80, pour expliquer notre monde. En fait, ce concept il servait à décrire la réalité géopolitique après la guerre froide. Donc VICA, pour le résumer, c'est un monde qui est instable et qui nous pousse à nous protéger. Il y a une peur du lien avec ce monde. Alors, VICA, donc V, c'est la volatilité. I, c'est l'incertitude. C, c'est la complexité. Et A, c'est l'ambiguïté. Alors, la volatilité. Les événements changent très vite et de façon imprévisible. Il y a des crises sanitaires, il y a des crises économiques, il y a des crises géopolitiques. Tout ça, on ne peut pas le prévoir. Et donc, du coup, tout change rapidement. Dans nos relations, les carrières changent rapidement, les idées changent rapidement, les lieux de vie changent rapidement. Ce qui fait que, quand on parle d'idées, par exemple, nos convictions peuvent changer d'un jour à l'autre. On peut être engagé dans une cause et puis d'un jour à l'autre, il y a autre chose qui nous passe sous le nez. Et donc, du coup, on va complètement changer de direction. Et donc, du coup, on peut être pas du tout engagé. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui nous prend aux tripes. Et là, d'un coup, on s'engage. Par rapport aux relations, ça peut être bénéfique, ça peut amener des échanges, ça peut amener du mouvement, mais ça peut aussi amener de l'éloignement. Là, dans ce que je dis, il n'y a pas de critique, c'est pas noir ou blanc, c'est une volatilité qui amène à une instabilité, à une volatilité qui fait que rien n'est jamais sûr. Et donc, on passe à l'incertitude. C'est difficile de prévoir l'avenir. Les repères habituels ne tiennent plus en place. Et donc, dans nos relations, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Donc, du coup, ça nous amène une difficulté à construire et à nous engager. Ce que je remarque beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est dans une culture du « on verra ». Quand on propose quelque chose, c'est « oui, on verra comment je me sens, on verra là où le vent me mène, si ça va le faire, etc. » On ne s'engage pas. Et donc, du coup, ça empêche la construction d'un lien solide, quelque chose de solide. C'est la complexité. Les problèmes, ils sont tous liés entre eux et il y a de multiples causes. Donc, par rapport aux relations, elles sont plus difficiles, les rôles traditionnels ont explosé, donc on n'a plus de repères. Donc aujourd'hui, le fait que les choses ont explosé, pas de critique. Par contre, on voit que, à force de revendications, on en perd en naturel. Il y a tellement de choses qui sont ressorties que du coup, en fait, on marche sur des œufs tout le temps. Parce qu'en fait, on ne sait plus si on dit ça, est-ce que ça va
Est-ce que ça va passer ou pas? On ne sait plus trop comment agir et on ne sait plus trop quoi dire. Parce qu'on a peur de blesser. C'est pas normal, hein, c'est plutôt positif. Mais du coup, il y a une peur de blesser l'autre, il y a une peur de mal faire qui fait que, voilà, on est toujours en déséquilibre, en équilibre-déséquilibre. Voilà, on ne sait pas trop comment agir. Et le A, c'est l'ambiguïté. On a de l'information qui est floue, qui est contradictoire, qui est incomplète, et donc qui rend des décisions plus délicates. Dans nos relations, on ne sait plus ce qu'est aimer. Est-ce que aimer, c'est être en relation exclusive? Est-ce qu'aimer, c'est être en relation libre? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fusionnel, qui doit être indépendant? Voilà, il y a tellement plein de choses qui ressortent que du coup, on ne sait plus trop comment agir. Donc ça, c'est le monde VICA. Il reflète une société qui fragilise nos repères et nos relations. Et donc face à cette confusion, on peut se tourner facilement vers la consommation, vers l'hyperconnexion, sans réussir à combler le vide intérieur. Le monde VICA, malheureusement, il ne suffit plus pour expliquer notre monde. Donc depuis 2020, on est passé à un monde qu'on dit banni. Le monde banni, il exprime encore plus de fragilité émotionnelle. Alors, banni, le B, c'est en anglais, c'est brittle, ça veut dire fragile. Ensuite, le A, c'est anxieux. Le N, c'est non linéaire. Et le I, c'est incompréhensible. Donc on voit qu'on est passé d'une société où c'était complexe. Donc complexe, ça veut dire qu'on peut encore tirer les fils pour comprendre certaines choses. Voilà, c'est incompréhensible, on ne comprend plus rien. Alors, fragile. Les systèmes, ils semblent solides, mais en fait, à la moindre petite fissure, tout s'effondre. Moi, je travaille dans le social et j'accompagne beaucoup de familles où il y a des enfants en situation de handicap. Et de ce que j'ai pu observer, c'est que dans ces familles, beaucoup, les couples ont explosé. C'est qu'un couple qui paraissait peut-être solide au début, et ben au final, avec une difficulté telle que le handicap, c'est vraiment pas simple. Il peut y avoir aussi la maladie, un décès, etc. Et ben ça fait exploser les couples. Ensuite, on a anxieux. Il y a une incertitude qui est généralisée, que ça soit écologique, que ça soit au niveau des guerres, que ça soit au niveau de la migration. Voilà, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Les informations sont vraiment anxiogènes. Si on écoute, il y a une insécurité qui est assez impressionnante quand on regarde les infos. Du coup, ça engendre l'anxiété des individus. L'amour, c'est pareil, ça génère de l'angoisse. On a peur de souffrir, on a peur de trop s'attacher. Donc du coup, vu qu'on a peur, on calcule tout. On pense l'amour, on le questionne, on l'analyse, mais on n'arrive plus à le vivre. Comme exemple, une personne qui va vivre plusieurs déceptions amoureuses, alors pendant plusieurs mois après, elle va prôner le couple libre. Et voilà, c'est moins de risque, donc elle va en faire quelque chose de très important pour elle, jusqu'au jour où elle rencontre une bonne personne. Et alors là, je peux vous assurer que l'amour libre, moi, j'en ai plus jamais entendu parler. Mais donc du coup, ça montre qu'en fait, c'est plutôt nos blessures qui vont réagir et qui vont nous amener à penser, mais donc du coup, il n'y a pas de profondeur. Ensuite, c'est non linéaire. On est dans un monde qui est non linéaire. Donc les événements, ils ne suivent plus de trajectoire prévisible et il y a des effets qui peuvent être disproportionnés et inattendus. Un petit détail peut tout faire basculer. Je pense qu'on a déjà tous vécu. Une maladresse peut faire basculer une amitié, peut faire basculer un couple, peut faire basculer les choses. Et le dernier, c'est I pour incompréhensible. Donc on a toujours la complexité, mais on rajoute la vitesse. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Et donc du coup, ça rend difficile la compréhension et donc la prise de décision. Donc on ne comprend plus les règles du jeu amoureux. On cherche des repères et aujourd'hui, on ne les trouve pas. Donc on peut voir que le passage au monde banni, il accentue notre difficulté à ressentir pleinement. L'amour, l'amitié, ça devient quelque chose qui est analysé. Ça devient une stratégie.
Et donc cette suractivation mentale, qui est dictée par notre peur, elle nous éloigne de la spontanéité, elle nous éloigne de la profondeur, elle nous éloigne du naturel. Et elle masque, en même temps, cette suractivation, elle masque notre vide. On pense tellement que du coup, notre vide, on ne le ressent plus, quoi. Alors, sur ce constat, je vous propose d'aller dans la Grèce antique pour aller voir ce qu'ils ont à nous apprendre sur l'amour. Quand on pense à l'amour, on pense à Cupidon. Forcément, il y a cette image qui va nous arriver. On pense à ce petit ange joufflu qui nous tire dans le cœur et qui nous fait tout feu, tout flamme. Bon, Cupidon, il n'est pas grec, il est romain. Donc, le Cupidon grec, il se nomme Eros. Platon, dans son livre Le Banquet, que je vous conseille, qui est un très beau livre qui parle de l'amour. Eh bien, à travers la bouche de Socrate, il nous livre quelques secrets concernant Eros. En réalité, c'est Diotima qui a livré ses secrets à Socrate, puisque Diotima était une prêtresse du temple de Delphes et elle était un des maîtres de Socrate. Donc, juste pour vous donner envie de lire Le Banquet, donc ça se passe à l'occasion d'un banquet. Donc, il y a à boire, il y a à manger, il y a des savants, il y a des personnes, voilà, il y a des sachants, il y a des scientifiques, il y a un médecin. Et toutes ces personnes-là vont donner une éloge d'Eros. C'est le thème de ce banquet-là, c'est l'amour, c'est Eros. Donc ils vont donner une éloge d'Eros. Socrate les laisse parler, puis il prend la parole à la fin et il dit « C'est très beau ce que vous avez partagé là, mais moi, je vais vous dire la vérité. » Et donc, qu'est-ce qu'il nous livre Socrate ? Eh bien, il va nous apprendre, quand tout le monde présente Eros comme un dieu, il va nous apprendre qu'il n'est pas un dieu, mais qu'il est un demi-dieu. Je vais vous lire ce que Socrate nous enseigne. Quand Aphrodite naquit, les dieux célébrèrent un festin. Tous les dieux, y compris Poros. Poros est le dieu de la ruse, de la créativité, de la ressource, de l'abondance. Le dîner fini, Peña, humaine, pauvre, voulant profiter de la bonne chère, se présenta pour mendier et se tint près de la porte. Or, Poros, enivré de nectar, sortit dans le jardin de Zeus et, alourdi par l'ivresse, il s'endormit. Alors, Peña, poussée par le manque, eut l'idée de mettre à profit l'occasion pour avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et conçut Eros. Aussi, Eros devient-il le compagnon et le serviteur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, parce qu'il fut engendré au jour de sa naissance et parce qu'il est naturellement amoureux du beau et qu'Aphrodite est belle. Étant fils de Poros et de Peña, Eros en a reçu certains traits de caractère. D'abord, à l'image de sa mère, Eros est toujours pauvre. Il est loin d'être délicat et beau comme on se l'imagine. Il est dur, sec, sans souliers, sans domicile. En fait, Eros, il est toujours en manque. Il n'a rien dans son nom propre et donc il est toujours en quête. Ça, c'est le côté de sa mère. Du côté de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de sciences, plein de ressources, passant sa vie à philosopher. Donc du côté de son père, Eros, il va toujours chercher, il va toujours séduire, il est plein de créativité pour aller à la rencontre de ce qui lui manque. Eros, il a ce côté humain de sa mère, du manque, mais d'un autre côté, il a ce côté divin de son père d'aller toujours à la recherche, d'aller toujours à l'aventure. Il est plein de ressources et donc il arrive à atteindre son but.
jusqu'à ce qu'un nouveau recommence et pour aller toujours plus loin. C'est sa force. Alors, que nous enseignent donc les Grecs avec ce mythe? Eh bien, ils nous enseignent que l'amour repose sur une dualité qui est fondamentale. D'un côté, il y a le manque, et de l'autre, il y a la surabondance. Est-ce que tout le monde connaît la définition de la philosophie? La philosophie, donc c'est philo, c'est l'amour. Sophia, c'est la sagesse. Donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc les philosophes, ils sont amoureux de la sagesse parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Donc, n'ayant pas la sagesse, ils sont toujours en quête pour atteindre cette sagesse. C'est ça, être philosophe. C'est pas être un sachant, c'est être un amoureux et d'aller vers. C'est pour ça qu'on peut tous être philosophes. C'est pas de pression de se mettre philosophe, il suffit juste d'être en quête. C'est d'ailleurs ce qui faisait de Socrate un grand philosophe. Puisque Socrate, dont tout le monde connaît, il savait qu'il ne savait rien. Donc, sachant qu'il ne savait rien, il était toujours en quête de quelque chose. Il allait vers les choses, puisqu'il ne l'avait pas. Alors, aujourd'hui, on sait, et on sait beaucoup de choses. Et donc, du coup, généralement, ces personnes qui savent, on les appelle les ignorants. Puisqu'en fait, ils se bloquent sur beaucoup de choses. Et puisqu'en fait, ils restent que sur ce qu'ils connaissent. Eros, il incarne donc le désir, l'élan vers ce qui nous dépasse, et la force qui pousse l'âme vers ce qu'il y a d'élevé. Eros est pour Socrate le moteur de l'amour philosophique. C'est celui qui élève l'âme vers la sagesse. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on part du sensible, on part de ce qu'on connaît. Et donc, partant du sensible, on va vers l'intelligible, vers les idées et vers les vérités éternelles. C'est un chemin qu'on appelle l'échelle de l'amour. Il y a des étapes. S'élever, ça se fait pas à pas. Et ça demande du travail. Alors, quelles sont ces étapes qui sont décrites dans le banquet? La première étape, c'est l'amour des beaux corps. Donc c'est le point de départ. On est tous attirés, peut-être pas tous d'ailleurs, nous sommes attirés par la beauté physique d'une personne. Cet amour, il est certes charnel, mais il est aussi la première manifestation du désir du beau. Donc, avoir du goût est un bon début, soyez rassurés. Mais on a vu que si on s'arrête là, eh bien, ça ne suffit pas à combler le vide. Donc on continue. La deuxième étape, c'est l'amour de la beauté des âmes. L'amoureux, là, il change de regard. Il ne se limite pas à la beauté qui est extérieure, mais commence à valoriser ce qu'il y a à l'intérieur. La sagesse, la justice, la vertu, qui se manifestent dans la bonté, dans la générosité, dans le courage. Cette beauté-là, on la voit dans les yeux, dans les actes de ceux que l'on croise. Moi, je suis toujours émerveillée de voir la force, la confiance et la joie dans quelqu'un qui se bat pour ce à quoi il croit. Je trouve ça toujours très beau. Donc, en dépassant l'apparence, pour s'émerveiller de la bonté, de la sagesse ou du courage d'autrui, on nourrit quelque chose dans soi qui est essentiel. En fait, on touche en quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc, c'est grâce à cette rencontre, avec cette beauté incarnée, et bien du coup qu'on commence à combler notre vide intérieur, parce qu'on voit autre chose. On voit quelque chose qu'on est capable d'avoir aussi à l'intérieur de nous. Si lui, il est capable, moi aussi je suis capable. La troisième étape, c'est l'amour des idées. L'amoureux, il devient philosophe. Le philosophe, il aime ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Donc les lois de la chose, son ordre, son idée. Par exemple, on peut aimer cette fleur parce qu'elle est belle, on peut l'aimer pour ce qu'elle amène, mais
savoir comment elle pousse, quelle c'est la force qui tire cette fleur à pouvoir s'épanouir. Bon, ben c'est ça que le philosophe il va rechercher. En fait, les philosophes, ils cherchent les lois invisibles qui ordonnent l'équilibre du monde, puisque ces lois invisibles sont exactement les mêmes pour nous les hommes. Donc si on comprend le monde, on se comprend nous-mêmes. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Socrate, sur le temple de Delphes, c'est écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, si tu te connais, si tu connais tes lois, si tu connais ton fonctionnement, tu connais l'univers. Puisqu'on est régi par les mêmes lois. Si tu connais l'univers, si tu apprends ces lois, eh ben, tu apprends à te connaître. C'est le macro et au microcosme. Donc Socrate nous explique que c'est par l'amour des idées que le vide intérieur se comble pleinement. En se connectant à l'harmonie profonde, on trouve une paix durable, car on ne fait pas que simplement aimer, on comprend les choses. Et cette compréhension, ça nourrit l'âme à l'intérieur. Donc, ces étapes, elles se font, comme je l'ai dit tout à l'heure, étape par étape. Toutes sont importantes, aucune n'est exclue. Elles se complètent. On ne peut pas sauter directement à la dernière marche, mais c'est quand on gravit pas à pas chaque marche que du coup on construit un amour qui est plus large, qui est plus vrai et plus libre. Si on refuse l'une de ces dimensions, on appauvrit notre capacité à aimer et donc de nous réaliser pleinement. Alors, maintenant que l'on sait que la philosophie permet de combler notre vide, la grande question c'est « Ok, comment je fais ?» La philosophie, elle ne nous donne pas des recettes pour aimer. Par contre, la philosophie nous permet de comprendre ce qu'est l'amour. La philosophie, elle nous permet de nous déplacer. On avait une affiche qui disait « Change de regard, deviens philosophe ». C'était latin. Donc elle nous déplace, elle nous oblige à regarder ailleurs que ce qu'on connaît. Et donc elle nous oblige à quitter les idées reçues. Aimer, ce n'est pas posséder. Et donc en quittant nos idées reçues, on s'oriente vers une autre expérience. Et ce qu'on propose, ce que la philosophie propose, c'est l'expérience du don. La philosophie, elle est pratique. Et donc le don, c'est quelque chose qui est très opérationnel, très pratique. Donner, c'est s'ouvrir, c'est sortir de soi. Quand on donne, on sort du flux incessant de nos pensées. Puisque ce flux de nos pensées, qui est généralement centré sur nous-mêmes, hein, « Oh, mais j'ai pas fait ça. Mais pourquoi t'as dit ça? T'aurais jamais dû dire ça. Oh. » Voilà, toutes ces pensées-là qu'on connaît, hein, voilà, qui tournent dans nos têtes. Eh bien, quand on donne à l'autre, que ça soit quelque chose de matériel ou d'immatériel, eh bien, ça nous permet de sortir de celle-ci. Puisque on sort d'une boucle mentale où l'autre n'existe pas. Et donc, le fait de nous recentrer sur l'autre, ça nous libère. En donnant, on cesse d'être le centre de notre monde intérieur. Et donc, ça devient quelque chose de libérateur. Puisque toutes nos pensées, je ne sais pas vous, mais généralement, c'est pas quelque chose elles ne sont pas liées à nos valeurs. On est tous portés par des valeurs. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais nos pensées quotidiennes, celles qui tournent de manière assez incessante, elles ne sont pas tournées sur nos valeurs. Elles sont tournées sur là, le concret de j'ai pas fait ça, j'ai oublié ça, j'ai pas dit ça, et puis tu n'aurais jamais dû dire ça, etc. Ou je suis en retard, je suis machin, enfin, tout ça. Le fait de donner, déjà si on donne, ben, du coup ça veut dire qu'on c'est relié à nos valeurs, ce sur quoi on donne tous à des endroits différents. Donc du coup ça nous rappelle à qui nous sommes, dans l'idée que c'est nos valeurs qui nous définissent. Ça je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que aujourd'hui on a
une personnalité, on a des manières d'agir, mais elles ne sont pas forcément nous. On a la société qui nous a dicté, la famille qui nous a dicté, enfin voilà, on agit assez automatiquement hein, sur beaucoup de choses, mais derrière tous ces automatismes, il y a autre chose. Et donc, cette autre chose, c'est ce que l'on cherche à découvrir à Nouvelle Acropole. C'est ce qu'on cherche à vivre. Dans notre engagement philosophique, on cherche à aller plus en profondeur à l'intérieur de nous, et donc à nous découvrir. Et ce qu'on apprend, c'est qu'on se découvre en donnant, dans l'action concrète. Pour nous, aimer le monde, aimer l'humanité, ce n'est pas simplement souffrir avec lui, parce que oui, le monde souffre, c'est pas simplement regarder toute sa beauté. Oui, le monde est beau. Par contre, c'est agir, c'est servir, c'est transformer. C'est apporter une présence, une parole, une main tendue, là où il y a besoin. Nous croyons que la philosophie ne doit pas rester dans les livres ou dans les conférences. Qu'elle doit s'incarner dans le réel, dans la cité, dans les gestes du quotidien. Aimer, c'est aller ramasser un déchet. Aimer, c'est aller écouter quelqu'un qui en a besoin. C'est transmettre un enseignement. C'est bâtir des projets collectifs qui élèvent. C'est poser des actes, aussi simples soient-ils, qui participent à une culture du lien, à une culture du respect et du sens. À Nouvelle Acropole, nous voulons être des philosophes en marche. On ne veut pas être des penseurs en retrait. Et donc, dans ce chemin, le don est un fil conducteur. Ce n'est qu'en nous donnant que nous devenons vraiment nous-mêmes et que nous gagnons en liberté. Pour conclure cette conférence, j'aimerais citer Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un philosophe. Il est très connu pour son œuvre Le Prophète. Et donc, Khalil Gibran nous dit « Vous donnez peu quand vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. » Et c'est libérateur. J'ai terminé ma conférence. Donc maintenant, on peut passer aux questions, si vous en avez.